Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes devant vos écrans en train de suivre cette émission Sciences et Société. Sciences et Société est un grand magazine scientifique et éducatif qui vous présente les bienfaits de la science. À travers cette émission, vous allez découvrir ce que la science fait dans la société et ce que la société fait de la science. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder un thème capital, un sujet très important. Nous parlerons aujourd'hui du Centre de recherche et de formation en éthique appliquée, CRFEA. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons invité pour vous, monsieur le professeur Mundayi Mulopo Félicien, qui est venu répondre à notre invitation afin de vous parler en haut et en large de ce centre de recherche. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, professeur. Ah, pour nous aussi, c'est un honneur. Alors, pour notre public qui vient à peine de nous rejoindre et qui peut-être n'ont jamais entendu parler du professeur Mulopo, qu'est-ce que le public qui nous suit en ce moment peut retenir de vous exactement, professeur? Merci pour la question. Quand on me pose des questions de pouvoir me présenter, bon, je vais me présenter en tenant compte de l'émission d'aujourd'hui, dans une grande émission intitulée Sciences et Société. Alors, en tant que professeur d'université, je vais commencer par là. Donc, mon nom c'est Mundayi Mulopo Félicien. Je suis enseignant du cours d'éthique, du cours de philosophie morale, du cours d'éthique et déontologie, du cours de bioéthique, puis à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. À part ces enseignements, je suis le président du comité national d'éthique de la santé, du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Je suis aussi le président de la commission d'éthique de la faculté des lettres et sciences humaines. Et bien entendu, je suis le directeur et initiateur, fondateur de ce centre de recherche et de formation en éthique appliquée. J'ai publié beaucoup d'ouvrages. Le plus récent qui sera verni d'ici un mois est intitulé La bioéthique. Voilà. D'accord, professeur. Vous venez vous-même de le dire. Vous êtes le directeur au Centre de recherche et de formation en éthique appliquée. De quoi s'occupe le CRFEA? Oui, le CRFEA s'engage, ou s'est engagé, ou s'est résolu à s'engager pour faire face à un problème de notre pays, un problème majeur de notre pays. C'est la crise morale. Quand je dis crise morale, je veux dire que les comportements, les habitudes, les attitudes, les mœurs, les décisions que nous prenons dans tel domaine ou tel contexte sont en crise. Et une crise signifie que tout ce que je vais évoquer comme fait de comportement ne respecte plus des règles irrélatives, ne respecte plus des valeurs y rattachées. C'est-à-dire que dans notre pays, dans divers secteurs de la vie, les principes moraux, les valeurs morales ne sont pas respectés. Avant d'entrer dans les illustrations, je vais expliquer, parce que c'est très important. Quand je dis que les comportements, les valeurs, les règles de conduite, qu'est-ce que c'est? Et comme vous savez aussi que dans notre pays, même au niveau politique, on parle de la lutte contre les antivaleurs. Qu'est-ce qu'une antivaleur? On pose la question de savoir, il faut changer tel comportement, comment changer tel comportement? Qu'est-ce qu'un comportement? Comment changer un comportement? Voilà la somme de problèmes auxquels notre pays fait face. Et je vais par exemple donner des exemples très simples pour comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'une valeur? Quand vous devez
mener ou tenir une conduite. Je donne un exemple vulgaire pour qu'on se comprenne très bien dès le départ. Prenez par exemple, vous voulez avoir, vous êtes dans le mariage, vous vous mariez. Première chose, mais dans le mariage, quelles sont les valeurs liées à l'acte sexuel? Vous voyez? Donc, quand on dit que dans le mariage, nous visons la procréation, voilà, la procréation est une valeur importante que nous cherchons dans le mariage. La preuve est que, quand vous n'en avez pas, il y a un malaise en famille. Je vous donne dans le même cas, mais l'acte sexuel ne conduit pas, ne vise pas seulement à la procréation. Il y a d'autres personnes qui visent une valeur aussi importante, les plaisirs. Les plaisirs, c'est une valeur importante. L'acte sexuel, par exemple, pour des personnes qui s'engagent dans la sexualité comme profession, mais ces personnes visent l'argent. Mbongo, c'est l'argent. S'il n'a pas l'argent, eh bien, ça crée un problème. Voilà des valeurs. Et dans tous les secteurs d'activité, il y a des valeurs liées à nos comportements. Un médecin qui est devant vous, vos patients, qu'est-ce que vous visez? Ah, il faut un bika. Vous visez le bien-être, vous visez la bonne santé. C'est une valeur importante. Quand vous jouez au football, qu'est-ce que vous visez? La victoire. Mais la victoire, c'est une valeur importante. Je vais aller en détail plus loin. Donc vous voyez que quand on dit valeur, c'est tout ce qui est bien, ce qui est important quand nous menons ou quand nous posons des actes. Alors, maintenant pour arriver à ces actes-là, pour viser ces valeurs-là, on dit, ah, il faut respecter des règles et des conduites. C'est-à-dire, que faut-il faire? À quoi je dois veiller pour arriver? Ce qu'on appelle donc des règles, des conduites, des principes qui vous accompagnent à poser des règles comme il faut. Et ces principes sont élaborés dans des traductions, sont élaborés dans des lois, sont élaborés dans des textes religieux. Vous voyez? Alors, on doit veiller, quand vous posez un acte, de veiller à tous. Alors, dans notre problème maintenant, notre pays, dans tout ce qu'on fait, on ne veille plus à respecter des règles de conduite, on ne veille plus viser les valeurs attachées aux actes, ça fait donc une crise morale. Bon, professeur, bon, en vous entendant parler, vous connaissez déjà qu'il existe dans différents ministères des services appropriés pour lutter contre, par exemple, la corruption, les antivaleurs, la bonne citoyenneté. Mais est-ce qu'il était nécessaire de créer un autre centre supplémentaire pour cela? De quoi s'occupe ce centre-là exactement? Quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs? Et ne fallait-il pas peut-être insérer cette activité dans un autre centre déjà existant ou dans un ministère qui est opérationnel? Oui, je vais vous décevoir en vous disant, dans notre pays, il n'y a pas une structure scientifique, il n'y a pas une structure universitaire qui s'occupe de la formation de l'homme congolais en éthique. Il n'y a pas une structure qui organise la recherche formelle sur les problèmes des Congolais en éthique. Il n'y a pas de structure qualifiée qui mène des campagnes de sensibilisation en éthique pour que l'homme congolais change de comportement. La preuve est simple. Pourquoi pas, je ne vais pas du ministère. L'ordonnance présidentielle de 2021 qui développe les attributions des ministres indique dans le cadre des attributions accordées à tous les ministères les devoirs de tous les ministères de s'engager dans la lutte contre la corruption, de s'engager dans la lutte contre les antivaleurs. C'est écrit noir sur blanc. Qui a organisé dans son ministère des structures, qui a organisé des sessions de formation, qui a mis en place des animateurs formés pour s'engager à lutter contre les antivaleurs et contre les mauvais comportements. Personne n'a fait ça. Et vous vous rappelez d'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose, il y a CSM, Coordination
pour changement de comportement. C'était mon initiative. Je répète bien et je fais comprendre, c'est moi qui avais initié cela. J'avais été reçu par les conseils du chef de l'État en cette matière et j'ai fait comprendre que notre pays doit s'engager désormais dans la voie de la formation, de l'installation des comités d'éthique, dans la sensibilisation. Et c'était important dans la mesure où le chef d'État y tient encore. Et d'ailleurs, même maintenant dans le message de 30 juin, ceux qui ont suivi, mais le président lance un appel, mais aucun média n'a repris ça. Il dit, j'interpelle les Congolais pour qu'on change des règles de conduite collective. Il est conscient que le pays ne marche pas parce qu'on ne veut pas respecter des règles de conduite. On ne veut pas respecter des valeurs. Il est dit, mais ça se passe où? Nulle part. Et le CSM, que moi j'avais aussi initié, que j'avais soumis, mais quand on a mis les animateurs en place, tout mon groupe de professeurs et scientifiques n'ont jamais été repris là-dedans. En conséquence, on n'en parle plus maintenant. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui dans notre pays, c'est l'unique centre universitaire où on peut former en éthique. Et quand on dit éthique appliquée, on va encore y revenir, dans des sociétés, dans des problèmes de société, et où on peut mettre en place des structures d'éthique dans les institutions, dans tous les ministères. Je vais aussi en parler. C'est l'unique institution aujourd'hui. Voilà, professeur, vous parlez de l'éthique appliquée, d'ailleurs c'est la dénomination même du centre, pour un commun des mortels qui ne comprend pas réellement le terme ou la terminologie, mais qu'est-ce que l'éthique appliquée? C'est une bonne question. Je peux me y répondre même à Lingala parce que votre émission est suivie aussi par des personnes qui ne maîtrisent pas le français. Je vais parler en français et expliquer certaines questions, certains éléments aussi à Lingala, c'est très bien. Mais qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est une science, un savoir, comme la physique, la chimie, l'environnement. C'est-à-dire, ce sont des connaissances qui datent depuis des siècles, depuis Aristote, Platon. Et ces connaissances aident l'homme à réfléchir, qu'au canissa. Ils ont maillé les partout dans la faculté pour que quelqu'un apprenne à réfléchir dans son comportement, à réfléchir dans les décisions qu'il prend. Pourquoi? Pour faire le bien. Voilà. Alors, cette science-là, Mayele Wana, qui date de millénaires, qui s'apprend dans des universités, et ça, Mayele Nini. C'est ça la clé. Mayele éthique, ezali kolaksa mutu. Ndenge nini akososola. Po ayeba nini akosala. Nini akokosala. Décision nini akokozwa. Mbanu nini akokozwa. Et dans tous les domaines. C'est ça l'éthique. Donc, c'est une science, un savoir qui nous permet d'apprendre à réfléchir pour respecter les règles de conduite, pour respecter les valeurs maïle makanisi yakoluka nini na vie à partir d'un comportement na yomoko. Ça c'est d'abord la définition classique de l'éthique. Ça maïle wana kolaksa mutu nini yakokanisa. Mais maintenant maïle wana bamindele baninga bazwa yango ba code ça partout na enseignement na minganga na économie partout. On apprend à l'homme comment se comporter. Mais bien sûr, pour nous, dans notre pays, il faut le reconnaître qu'on ne peut pas dire qu'on n'a jamais eu des institutions pour apprendre à vivre. C'est faux. Parce que les initiations traditionnelles, nos coutumes, moi j'ai été initié dans des villages lors de la circoncision. C'est là où on apprenait aux jeunes hommes comment vivre, comment faire la pêche, comment gérer la femme à la maison. On apprend tout là-bas pendant 1 mois, 2 mois. Mais maintenant, avec l'Occident, on a balayé tout ça. Ça signifie que même dans les villages, nos parents,
ne savent plus comment éduquer les enfants. Et on a mis à la place l'école. Maintenant, voyez le comble. L'école d'aujourd'hui, vous allez voir les programmes nationaux de cours d'éducation civique et morale. Nous l'avons analysé au niveau du centre. Mais il n'y a rien sur la morale. On n'apprend pas à l'enfant comment réfléchir. On ne lui apprend pas comment se comporter, quelles règles de conduite tenir devant les parents, devant les aînés, devant les biens communs. Et comme on n'apprend rien à l'école, de l'école maternelle jusqu'au secondaire, le cours d'éducation civique et morale n'a rien de moral, il n'y a que la partie civique, donc des citoyens. Alors, où voulez-vous que les gens apprennent à bien se comporter? Et en conséquence, c'est le chaos que vous voyez. Exactement. Donc la crise morale vient du fait que dans toutes les structures éducatives, on n'a pas inculqué à l'enfant comment se comporter, comment respecter les biens communs, comment être honnête, comment être intègre. Alors vous imaginez que, comme ça commence depuis longtemps, donc les personnes adultes aujourd'hui, de 30 ans, 45 ans, même plus, mais n'ont jamais eu pris dans ces cours-là la partie morale. Donc, ils se comportent sans savoir comment respecter les règles de conduite. D'où le vol, les détournements, la méchanceté, les violences, les désordres sociétals est lié fondamental à ce manque d'éducation. Vous voyez? Et à ce manque de discipline. Donc, on peut vite déduire que le peuple congolais, c'est un peuple indiscipliné. C'est un peuple mal éduqué. Pourquoi? Même, il se permet de tout. Tout est permis au Congo. N'importe qui peut faire n'importe quoi. En famille, sur la rue, à l'école, au service, au travail. Mais regardez vous-même. Qui respecte les règles de conduite? Pour dire, non, non, moi je suis professeur, j'arrive à temps à l'école, je ne veux pas falsifier les résultats, je vais éviter les favoritismes, je ne peux pas demander de l'argent à tel, je fais mon travail. Où voyez-vous cela? Nulle part. Vraiment, vous l'avez dit, professeur, exactement, il y a un sérieux problème d'éthique et de déontologie, de discipline dans notre société. C'est pourquoi nous vivons toujours de détournement en détournement, que ce soit en politique et tout comme dans les institutions publiques et de l'État. Et c'est peut-être cette insuffisance de formation dans les domaines d'éthique, comme vous venez de le souligner, qui est à la base de tout cela. Sinon, professeur, nous voulions savoir comment quelqu'un qui voudrait peut-être être formé dans ce domaine-là, il peut s'inscrire dans votre centre, c'est-à-dire quelles sont les conditions, les modalités d'inscription dans les centres de formation et d'éthique appliqués. Avant d'y répondre peut-être négativement, je vais tirer une conséquence. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'institution de formation en éthique appliquée, il n'y en a pas. Et même dans des facultés de philosophie, moi je suis dans un département de philosophie, la partie éthique appliquée n'est pas généralement enseignée. Donc vous comprenez que le centre que moi j'ai initié, c'est un centre qui fait face à la crise aussi des ressources humaines. Vous voyez? Parce que j'ai lancé des appels, des affiches. J'ai appelé que les philosophes spécialistes en éthique viennent me rejoindre. J'ai même lancé des invitations aux professeurs d'éthique et déontologie des universités de venir me rejoindre. Mais personne n'est venu. Et pourquoi ils ne viennent pas? Moi, j'ai acheté leurs syllabus tous. Mais la partie morale n'est pas enseignée. La partie éthique n'est pas enseignée. Il n'est donné que des commentaires sur la partie déontologique. Et comme vous le savez, la déontologie s'occupe des règles de conduite dans des professions spécifiques. Point. Et comme beaucoup de professions ont élaboré leur code d'éthique, où ils ont repris les règles de conduite par rapport à leur profession, eh bien, les professeurs commentent uniquement cette partie des règles de conduite professionnelle. Donc la partie théorique qui concerne la compréhension, la réflexion sur la manière d'agir, de réfléchir et le choix des principes et des valeurs en fonction de comportements particuliers dans des institutions particulières, cette partie n'étant pas abordée, eh bien, les collègues ne viennent pas. Que fallait-il faire?
D'abord, il veut vous dire que ça c'est dans le passé. Mais les centres CRFEA a un arrêté ministériel. Mais pour y arriver, c'est un parcours académique en termes de procédure. Parce que pour qu'un centre soit accepté à l'université, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. Il y a des procédures coriaces en termes d'évaluation, d'approbation. Il faut passer par les départements de philosophie. Vous soumettez votre projet de centre. Et comme il y a beaucoup de collègues intelligents qui savent les contenus, ils lisent, ils approuvent en termes de compréhension. Mais sur le terrain, ils ne vont pas. Parce qu'ils ne font pas ça. Après le département, il faut passer par la faculté. Les conseils de faculté doivent lire, on donne le temps, doivent lire, valider et approuver votre projet de création de centre. Et ils l'ont approuvé. Et après cela, les conseils de faculté soumettent votre dossier, n'est-ce pas, au comité de gestion de l'université. Les comités de gestion de l'université lisent, ils approuvent votre centre. À ce moment, on vous donne au niveau de l'université une approbation de fonctionnement, une décision provisoire. Et les comités de gestion envoient votre document maintenant au ministère pour obtenir l'arrêté. Et nous, les CRFEA, a suivi cette procédure, nous sommes arrivés jusqu'au niveau des cabinets et on a eu l'arrêté. Mais maintenant, c'était à l'époque du ministre Mohindo. Maintenant, le ministre avait lu et compris que ce centre ne peut pas être confiné dans une institution universitaire. Parce que nous avions montré que les centres doivent travailler avec au moins 20 institutions dans notre pays. 20 institutions. 20 problèmes. 20 ministères ou même plus sur lesquels on doit travailler. Et il a dit non, non. Vous avez la libre d'être une future université ou une institution. Soyez autonome. Et maintenant, il nous a donné l'arrêté pour dire non, vous êtes autonome, mais un centre national. Et il va dire dans l'arrêté, comme vous êtes un centre national, élaborez votre règle, votre règlement intérieur, faites-le valider par le conseil d'administration des universités. Et là, c'est encore tout un problème. Mais nous avons soumis. Ça a pris du temps parce qu'ils ont décortiqué les articles, comme on dit, l'ancrage institutionnel. Tout ça, ils ont décortiqué. Et avec le professeur Malubungi, que j'ai salué en passant, eh bien, il nous a donné l'approbation, n'est-ce pas, de notre règlement intérieur que nous appliquons désormais. Mais ce n'est pas tout. Il fallait que tous ces documents passent par le secrétaire général au ministère de la Santé. Et nous avons eu aussi l'autorisation, la notification du ministre du secrétaire général, pardon, auprès de notre ministère. Mais maintenant, la question s'est posée, mais avec qui travailler? Avec personne. Voilà pourquoi nous avons encore lancé un appel aux licenciés dans ces formules, dans tous les domaines universitaires, de venir suivre la formation en éthique. Et donc maintenant, nous sommes en train de donner des formations. On a moins inscrit 40 personnes parce qu'on ne voulait pas avoir de vastes promotions comme d'encadrement, de l'efficacité. Nous avons admis 40 étudiants volontaires qui ont rempli les critères, donc avoir obtenu plus de 65%. Et quelqu'un m'a dit, mais professeur, vous avez pris ces critères de 65%. Savez-vous que ceux qui ont plus de 65% sont des tricheurs? Alors, j'ai dit, mais franchement, c'est la catastrophe. J'ai dit, non, on s'en tient quand même là. Donc, maintenant, nous nous sommes dit, mais il faut former, je dois former, et je forme maintenant des personnes, et j'avais l'expérience de formation, parce que j'ai formé des comités d'éthique, pour donner des cas, comités d'éthique à la faculté de médecine de l'INIKIN, j'ai formé un comité d'éthique. L'université universitaire, j'ai formé un comité d'éthique. À la faculté de l'université protestante, j'ai créé un comité d'éthique et j'étais partout accompagné par mon ami scientifique personnel, le professeur Ndelo Panzou, avec qui nous avons formé. Donc nous avons des modules de formation et en Afrique, nous parcourons beaucoup de pays africains pour aller former. Donc on a l'expertise dans la formation et nous sommes engagés d'abord à former les personnes qui vont travailler au centre. Mais comment voulez-vous mettre quelqu'un, par exemple, bon, vous le mettez au département
de l'éthique appliquée à la recherche. Mais il n'a jamais suivi les cours d'éthique à la recherche. Qu'est-ce qu'il va faire là comme travail? Je ne saurais pas. C'est pourquoi malheureusement, parce qu'il n'a pas eu les compétences, et dans le pays, je ne connais pas beaucoup qui ont fait non plus l'expertise en éthique appliquée. Je connais peut-être 2 professeurs hein, qui ont fait ça, mais qui sont pris ailleurs, qui n'ont pas le temps. Le professeur Mokandou, professeur ordinaire, il est pris dans beaucoup d'histoire, il n'a pas le temps. Le professeur Bavo Mopenda, avec nous avons suivi des formations à Louvain, moi j'ai continué à l'ILB, mais ils sont pris dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas le temps de venir là-bas, malheureusement. Voilà pourquoi j'ai commencé par la formation. Voilà, professeur, en tout cas, nous avons beaucoup de choses à échanger et vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et vous qui venez de nous suivre en cours de l'émission, nous avons invité pour vous le professeur Mundaï Molopo Félicien, qui est le directeur de ce centre CERFEA. C'est avec lui que nous échangeons sur ce plateau. Comme vous le connaissez, le centre de recherche est là pour l'éthique appliquée, pour la déontologie, tout ça. Et cette émission, le magazine Sciences et Société, vous donne librement la parole. Si vous êtes un intellectuel, vous êtes un scientifique, un enseignant, vous êtes un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire, vous êtes une école ou un promoteur d'école, vous êtes un écrivain, l'émission est là pour vous. Nous vous donnons la parole et vous venez exposer votre connaissance, votre savoir, afin que le public puisse découvrir vos activités et qu'il soit au courant de ce que vous êtes en train de faire. Je reviens encore vers vous, monsieur le professeur. Qui finance exactement les centres CERFEA? Qui sont vos partenaires et vos bailleurs de fonds? Merci beaucoup. À ce jour, nous n'avons pas de bailleurs de fonds. Nous n'avons pas de partenaires. Ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas les partenaires. Nous avons déjà avec nous un territoire d'une 40aine de centres de recherche en éthique appliquée de par le monde. Nous avons une 30aine d'universités où il y a un master en éthique appliquée dans le monde. Nous avons au niveau de notre pays des ministères, des institutions qui doivent consommer nos matières, auprès de qui nous devons soumettre des demandes de fonds, des ambassades. On ne l'a pas encore fait. On ne peut pas le faire maintenant. Pourquoi? Mais on n'a pas encore formé la ressource humaine. Nous n'avons pas de personnes qui vont travailler dans nos différents départements. Or, chez nous, dans notre organigramme, bien sûr, nous avons la direction, mais nous avons des départements. C'est comme dans des universités, hein? Vous voyez, les centres sont là, mais sa manière de fonctionner est conforme à une faculté. La faculté fonctionne avec des départements. Nous aussi, nous avons des départements. On a 20 départements. C'est-à-dire que, je prends un exemple, nous avons, par exemple, le département d'éthique appliquée à l'enseignement supérieur et universitaire. Le département d'éthique appliquée à l'enseignement de l'éducation nationale, le département d'éthique appliquée à la santé, le département d'éthique appliquée à l'environnement, le département d'éthique appliquée à la police, au transport, au sport, à santé, droits sexuels et reproductifs, bioéthique, éthique de la recherche médicale, éthique clinique, voyez. Et on a oublié aucun rapport. L'art, la musique, c'est pas tous ces secteurs qui sont en crise, les centres veillent travailler. Alors, mais on n'a pas de ressources humaines. Nous ne pouvons pas. On va dire quoi? Devant un partenaire, vous devez savoir avant d'y aller quels sont les problèmes que vous avez, que eux peuvent résoudre ou que vous pouvez résoudre ensemble. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais comme on n'a pas encore mis en place les hommes, les animateurs, comment on va aller vers eux? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'abord avoir des hommes formés qui peuvent, avec sur ma direction, contacter les institutions pour leur dire, écoutez, les départements, par exemple, de l'éthique de la recherche médicale, hein, souhaitent être en contact avec l'OMS. Pourquoi? Ah, mais nous, on a besoin de former des formateurs dans ces départements-là. Vous voyez? On a besoin d'avoir des médecins qui peuvent venir faire les études chez vous, hein, l'OMS financez-nous. Voilà comment ça se passe. Donc, mais quand vous n'avez pas ces hommes-là formés eux-mêmes, mais comment allez-vous demander un financement? Et dans le programme de centre, nous devons envoyer des chercheurs à l'étranger.
Parce que nous-mêmes, il faut penser à la relève, n'est-ce pas? Alors, ces gens qui doivent aller en formation ailleurs, ils doivent avoir la base de l'information au centre. Donc notre souci pour le moment, ce n'est pas d'aller vers les bailleurs de fonds. Non. Notre souci maintenant, on est une nouvelle structure, c'est de faire asseoir la structure administrative par des personnes formées en éthique appliquée. Oui. Oui, professeur, en dehors de difficultés des ressources humaines, comme vous venez de les évoquer, y a-t-il d'autres difficultés, d'autres problèmes que vous traversez pour mettre en place ces centres et que ça fonctionne comme vous le souhaitez? Non, mais maintenant je disais que nous ne pouvons pas évoquer encore des difficultés parce que nous ne sommes pas encore allés sur le terrain. Mais par exemple maintenant, on a un nouveau gouvernement, ok? Mais ils sont en train de préparer des courriers pour adresser aux 23 postes ministériels pour les féliciter et leur présenter la vision du centre, leur présenter les réalisations possibles dans le domaine de l'éthique qu'on peut faire avec chaque ministère en particulier. Je donne un exemple simple. J'ai dit tout à l'heure là que au niveau, par exemple, de l'enseignement universitaire même, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une crise à l'université, comme dans toutes les sociétés. La qualité de la recherche a beaucoup baissé. Mais nous disons, mais nous devons installer des comités d'éthique dans toutes les institutions et dans toutes les facultés. Et ma propre faculté a déjà commencé. Vous voyez, a déjà commencé. Pourquoi? Mais pour atténuer la tricherie, pour atténuer et dénoncer en interne de chaque comité les falsifications, pour casser déjà dans les institutions elles-mêmes tous ces pratiques de branchement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'un comité d'éthique à mettre dans toutes ces institutions-là? Ce sont des personnes qui seront formées par nous-mêmes pour qu'ils dénoncent en interne, en dialoguant et prendre des décisions éclairées en interne pour combattre le mal de l'intérieur. C'est cela. Voilà, professeur, vous avez déjà commencé au moins quelques activités au sein du centre. Oui, bien sûr. Vous avez déjà formé quelques personnes. Est-ce que je peux vous, peut-être anticipativement, vous poser une question déjà de comment seront gérées les recettes, les ressources financières générées par le centre? Oui, nous avons déjà commencé. Hein, le mois passé, nous avons eu une conférence internationale qui a été animée par Madame Élisée, professeure au Canada, qui est venue. Il a tenu une conférence sur l'éthique appliquée dans le domaine de la santé. Ce n'est pas la première activité que nous avons organisée parce que c'est notre point focal hein, dans la vie du centre. Et d'ailleurs, vous allez voir dans notre site web, hein, donc même pour les amis qui veulent découvrir, c'est que les objectifs détaillés dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, on peut voir notre site web où cela est indiqué. Alors, professeur, comment... La question était comment... Ma question était de savoir comment vous allez gérer ces ressources que vous allez générer. Oui, excusez-moi, les ressources financières. J'ai perdu de vue. Bien. Nous avons déjà, dans notre document, dans nos règlements intérieurs, fixé une clé de répartition. Les départements, ce sont eux qui vont produire de l'argent. L'argent va venir par des sessions de formation, des comités d'éthique dans tous les ministères et institutions. L'argent sera versé au centre par la recherche. Parce que, par exemple, ils vont nous demander, mais pourquoi au Congo, il y a une telle ampleur de corruption, de vol pour ainsi dire? Pourquoi les Congolais volent? Qu'est-ce qui les pousse à voler? Quel est le point de départ de leur vol? Qui vole? Ont-ils été éduqués? Ont-ils été quelque part là où on peut apprendre à bien vivre? Ces résultats des recherches vont nous permettre de proposer des solutions pour résoudre. Alors, maintenant, il y a un cas. Au niveau de l'Union européenne, mes institutions de bailleurs de fonds, on lance des appels à projets. Par exemple, appel à projet sur les violences sexuelles faites à la femme. C'est de l'éthique aussi. Nous répondons à cet appel. Dans cet appel, on dit non, eh bien, on va verser à celui qui va gagner, par exemple, 300 000 $.
ce qui arrive. C'est moi qui dois gagner de pareils montants pour la recherche. La direction des centres doit percevoir 10%, ce qu'on appelle donc des frais administratifs. 10%. Les chercheurs du centre, tous, doivent bénéficier de 40%. Et les 50%, c'est pour le département. Il n'y en a pas pour l'État, pour le trésor public. En principe, si le trésor public demande que notre institution paye de l'argent, qu'il n'y a pas de rubrique, par exemple, bon, vous devez payer à l'État tel fonds, on le fera. Et les premiers, c'est nous qui devons le faire. Enfin, nous, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est le respect des règles de conduite. Mais nous savons que au niveau formel, comme nous dépendons de l'université, et nous dépendons du ministère national supérieur et universitaire, je suis convaincu que nous contacterons les conseils d'administration qui vont aussi nous indiquer, on va rester avec de la clé de répartition. Parce que les autres universités où il y a la formation, l'État perçoit par chaque étudiant, n'est-ce pas, un pourcentage. Je crois que nous aussi, quand nous obtenons des fonds, eh bien, on verra comment les conseils d'administration vont donner des références, des proportions de fonds à verser à l'État. C'est évident ça, on va le faire les premiers. Alors, professeur, comment le centre garantit-il la qualité et la fiabilité de ces travaux pour que vous puissiez au moins vous distinguer des autres afin de ne pas faire les choses comme tout le monde? Et par quelle voie vous diffusez les résultats de vos recherches? Oui, vous savez que effectivement, vous avez posé une bonne question, parce qu'aujourd'hui, les recherches en milieu universitaire sont tenues dans des conditions difficiles au point de vue qualitatif. Je vous dis ça parce que je dirige, je vous l'ai annoncé, je préside les comités d'éthique de la recherche médicale. C'est-à-dire que les protocoles des recherches médicales doivent passer par les comités d'éthique. Donc, nos propres recherches pour la validité scientifique et la validité éthique doivent être validées par des professeurs, par des comités d'éthique. C'est les comités d'éthique scientifiques qui valident qualitativement les recherches. Donc, dans notre pays, par exemple, au niveau du Comité national d'éthique de la santé, nous recevons beaucoup de protocoles qui arrivent par les institutions nobles. Je peux citer l'INRB, le président INRB lui-même soumet des protocoles à notre comité d'éthique nationale parce qu'il respecte et toujours les observations d'ordre d'éthique formulées par les comités d'éthique. Nous avons, par exemple, à la faculté de médecine, le département de la médecine tropicale. Ils proposent toujours les études et divers programmes au niveau du ministère de la Santé. Et même les jeunes instituts One Health à la faculté de médecine, ils proposent, comme les cliniques universitaires, par les apprenants de master, ils envoient. Donc, pour consolider la qualité aujourd'hui d'une recherche, sa validité scientifique passe par la lecture des pairs, donc des gens qui sont compétents, n'est-ce pas, dans ce domaine. Alors, maintenant, il faut publier et il faut diffuser. Vous devez publier votre recherche, vous devez publier les résultats de vos recherches. Moi, j'ai fait mes recherches doctorales sur des problèmes de l'éthique dans le domaine du VIH/SIDA. J'ai publié mon livre, que beaucoup de collègues ont lu, ont apprécié, ont fait des commentaires. Et j'ai mené des recherches sur la bioéthique. Le livre est là. Je vais publier pour que les autres camarades lisent, évaluent. C'est cela. Donc, il faut publier les résultats et puis il faut les médiatiser. Il faut passer par de telles émissions, Sciences et Société, pour dire, moi je suis scientifique, dans mon numéro scientifique, voilà ce que j'ai trouvé comme solution à X problème. Alors pour cela, j'ai rendu public. Nous aujourd'hui, on vient dire que nous avons un problème de moralité dans notre pays. Les comités, plutôt l'éthique, a comme préoccupation essentielle de discuter, d'analyser, de critiquer les comportements en crise. Alors, donc, le centre est l'outil habilité à résoudre les problèmes de comportement moral
dans notre pays. Et il n'y a pas une autre institution qui le va faire. D'accord, professeur. Est-ce que le temps que vous venez déjà de passer à la direction de ces centres, quelle évaluation pouvez-vous faire d'abord vous-même par rapport aux objectifs du centre, à la mission du centre et les résultats concrets que vous avez actuellement? Oui, oui. En fait, aujourd'hui, moi je suis comblé. Pourquoi comblé? Parce que j'étais, pour ainsi dire, au laboratoire, où j'ai rédigé pendant, je crois, 2 ou 3 ans, ces projets de centre de recherche. Et l'arrêté ministériel qui a couronné mes efforts, dit même quelque part que, considérant qu'il y a lieu d'encourager une initiative visant à lutter contre les antivaleurs. Donc le ministère a reconnu les centres et on lui a donné une assise nationale. D'abord, ça c'est ma satisfaction parce que le pays a reconnu qu'il y a un problème moral et que le centre, par les canaux de la science éthique, peut apporter des solutions à cela. C'est vraiment ma satisfaction. Mais la deuxième satisfaction, il y en a encore d'autres, je vais continuer, mais c'est la visibilité. Ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Première visibilité, les sièges. Les douanes de la faculté qui avaient reconnu les premiers comme institution, le centre a donné un bureau à la faculté des lettres. Si vous arrivez, vous demandez de CRFEA, on vous dit, le sous-sol, allez-y. On a un bon bureau, un grand bureau qui est à notre portée. Deuxième visibilité et motif de fierté, j'ai écrit au comité de gestion de l'université de me donner un bureau. Ils m'ont donné un bureau vaste au Homme 10 pour notre secrétariat. Vous voyez, quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, j'ai des bureaux. Et ce n'est pas tout. Mais j'étais seul à travailler. J'affiche. J'ai dit, allez, venez suivre, c'est important, c'est un travail, vous serez payé par l'État. Et même là aussi, comme je suis seul, je ne peux pas demander de l'État d'engager des gens qui ne sont pas formés. Vous voyez? Donc, je forme les gens. Une fois formés, c'est normal. Je passe par le conseil d'administration des universités. Je présente en fond de notre département toutes ces personnes. Et demain va arriver au ministère, au secrétaire général. Et puis, l'État va engager et payer ces gens-là. Et j'ai des garanties parce que j'ai tous les documents officiels qui vont dans ce sens. Donc, c'est un motif de fierté pour moi. De voir que le centre est maintenant là parce que j'ai devant moi des étudiants, des apprenants qui sont la formation et qui vont demain après-demain me remplacer. Donc, à ce stade, je suis comblé parce que j'ai créé de ma tête quelque chose qui aujourd'hui est réel, est palpable, est visible. Et j'ai la vision éclairée dans tout ce que je ne tâtonne pas. Je ne tâtonne pas. J'ai dit que maintenant nous sommes en train de former des personnes qui vont animer des structures. Formation de 5 mois. C'est 5 mois de formation. C'est pour dire que je ne suis pas pressé d'aller demander de l'argent à côté. Non, non. Formation de 5 mois. Ils ont des modules clairs, pratiques. Premier module, la morale, non, crise morale et morale. La crise morale et la morale. Vous voyez? Crise morale dans notre pays. Ils ont su pendant 45 heures pour comprendre la profondeur de la crise morale qui traverse notre pays. Vous voyez? Et après avoir décortiqué en profondeur dans tous les secteurs, maintenant, j'ai commencé le second module qui s'appelle Initiation à l'éthique. Maintenant, je leur montre comment l'éthique est capable de résorber la crise morale. C'est un module de 45 heures, pendant 90 heures. Vous voyez? Quand ils auront vu toutes les théories éthiques, il y a plusieurs théories. Quand ils vont voir les méthodes en éthique, comment analyser le problème de crise morale ou le point de vue de l'éthique, quand ils verront ça, troisième module, éthique appliquée. Vous voyez? Maintenant, on va dans chaque ministère montrer, ici, nous on doit faire quoi? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Et globalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est connu. Nous allons proposer
l'installation des comités d'éthique. Par exemple, si je donne un exemple quelconque, on va au ministère des portefeuilles. C'est une entreprise, non? Vous savez comment sont nos entreprises aujourd'hui? Aucune règle n'est respectée globalement, ni de gestion, de quoi que ce soit. Donc nous allons dans toutes les entreprises, avec l'accord d'instruction du ministre, nous autorisant de créer des comités d'éthique dans les entreprises. Au ministère de la Santé, donc tous les hôpitaux, et puis vous voyez maintenant, dans l'enseignement primaire et secondaire, toutes les écoles, voilà la mission. Et là, encore, il veut vous surprendre au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Savez-vous que notre pays, non, c'est triste quand même, notre pays a pris un arrêt, notre ministère de l'enseignement primaire et secondaire, avait pris, je ne sais pas à l'époque de quel ministre, un arrêté créant le gouvernement des élèves. Le gouvernement des élèves. C'est-à-dire que les élèves devaient être organisés en comité pour apprendre la démocratie, pour apprendre la gestion du pays dès les écoles. Mais c'est abandonné. On n'en parle plus. Et ces gens n'ont jamais été formés. Vous voyez? C'est pour dire que nous, maintenant, par exemple, dans le domaine d'enseignement primaire et secondaire, nous n'irons pas loin. Nous allons prendre l'arrêté là. Enfin, on n'a jamais abrogé. Nous allons renforcer les capacités des membres du gouvernement, des élèves dans toutes les écoles, afin que ceux-là, formés par nous, formés par l'esprit critique, d'éthique et analytique, ils vont à dénoncer les élèves elles-mêmes qui corrompent les professeurs, ou les professeurs qui demandent l'argent aux élèves, ou les préfets qui coopèrent. Et là, il y a encore un grand fléau, examen d'État actuellement. Vous savez ce qui se passe maintenant, nos examens d'État, et c'est même catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, dans les écoles, ce sont les enseignants qui répondent aux questions d'examen d'État. Les enseignants, c'est le groupe, dans les laboratoires, c'est eux qui répondent aux questions des élèves. Et l'argent provient de qui? C'est très grave ce que vous venez de dire. Je confirme ça, j'ai mené dans quelles études, c'est comme ça. Les enseignants eux-mêmes répondent aux questions d'examen d'État des élèves. Oui, je confirme ça. Et j'ai mené des enquêtes au niveau des centres. On a des documents, des dossiers. De deux, mais ce sont les parents eux-mêmes, mais qui se cotisent pour payer des enseignants là. Parce qu'on appelle au niveau national, c'est connu, Orgamat, Organisation matérielle d'examen d'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les fonds que les parents donnent parallèlement aux fonds demandés par l'État. Ces fonds-là servent à corrompre les inspecteurs, les surveillants, les gens de l'ANR et même des chefs de groupement qui suivaient l'examen d'État pour qu'ils ferment les yeux et laissent les enfants s'amuser, faire de n'importe quoi. C'est connu, c'est organisé. Voilà, professeur, c'est connu et c'est organisé, vous venez de le dire. Nous tendons à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Mais au moins, je vais vous adresser une dernière question, professeur Molopo. Quels sont vos projets à long et à court terme au sein du centre de recherche? Nous avons beaucoup de projets, de multiples projets. Mais ces projets visent d'abord à atténuer l'immoralité. C'est l'objectif final. Parvenir à diminuer, à réduire. On ne va pas effacer, ne fût-ce que réduire l'impact de la crise morale dans notre pays. Alors, nos projets s'orientent dans le domaine de la formation. Si on peut arriver, même dans 10 ans, parce que ça prend du temps. Changer de mentalité, ce n'est pas une mince affaire. Je n'ai pas à vous dire, bon, dès qu'on a un comité d'éthique, tout va changer. Mais non. Que dans les écoles, dès qu'on va installer un comité d'éthique, tout va changer. Non. C'est la continuité, les suivis, les évaluations qui vont suivre pour qu'on puisse arriver au résultat. Les grands projets, c'est de pouvoir impliquer les autorités, qui est la volonté manifeste et réelle des autorités politiques administratives, en commençant par lui-même, le chef de l'État, qui dans ses messages, je l'ai dit le 30 juin, il a encore lancé un appel sur les changements des règles de conduite collective. Mais personne n'a repris ce message-là. Et tous les services, si on appuie les CRFEA, qui a des compétences, les choses vont changer. Et nous avons des projets dans le domaine de la formation, donc, de la recherche et de la sensibilisation dans tous les secteurs d'activité
nationale. Voilà, C'est monsieur cela. le professeur, nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous le professeur Mundayi Moulopo Félicien, qui est le directeur du Centre de recherche et de formation en éthique appliquée. Nous avons aujourd'hui parlé de ce centre CRFA et vous avez vous-même entendu de la bouche du directeur et créateur même et le fondateur de ce centre. Nous vous convions pour une prochaine émission, un prochain numéro incessamment plutôt, voulais-je dire. Alors nous vous demandons de garder toujours contact, de rester scotché, branché sur cette chaîne Géopolis Télévision. Comme vous connaissez l'émission Sciences et Société est là pour vous. Vous êtes intellectuel, vous êtes un promoteur d'école, vous êtes un scientifique, un enseignant ou un chercheur, vous êtes un écrivain ou vous êtes peut-être responsable, membre du comité de gestion d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Vous voulez échanger votre connaissance, votre savoir avec le public, vous voulez partager vos compétences avec le public, n'hésitez pas de nous contacter. Notre numéro est affiché sur le banc de vos écrans. Alors nous vous disons au revoir et à la prochaine.